Les experts d'Europe 1 avec, comme chaque matin avec nous, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning Alex. Buenos dias, Thomas. Chut. C'est chuchoté, c'est espagnol. Axel de Tarlet pour l'écho qui nous parle des trains. Alexandre Cara qui va nous donner des nouvelles de DSK, il va revenir. Et Anne Le Gall qui innove. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, les banques ne veulent plus financer la construction de la LGV, de la ligne TGV Paris-Bordeaux. Il paraît que c'est beaucoup trop cher. Voilà, alors puisque théoriquement à partir de 2017, je vous rappelle que Paris-Bordeaux, ça devrait être 2 heures en TGV contre 3 actuellement. Tout cela grâce à la ligne rapide qu'on est actuellement en train de construire entre Tours et Bordeaux. Sauf que voilà, et je cite la SNCF, cette ligne rapide est une catastrophe économique, dit la SNCF, qui va durablement plomber ses comptes. Alors pourquoi ? Petit rappel des faits. Ce projet a été lancé en 2007-2008. On était en plein Grenelle de l'environnement, mais il y avait la crise, donc l'État n'avait plus d'argent. Donc que va faire l'État ? Plutôt que de financer lui-même les lignes TGV, comme il le faisait auparavant, il va demander au privé de construire ces lignes. Et en l'occurrence, on est allé chercher Vinci, groupe privé, coté au CAC 40, qui est donc en train de construire cette ligne TGV. C'est ce qu'on appelle les PPP, partenariat public-privé. C'est une concession sur 50 ans, c'est pas gratuit. Vinci a mis un péage devant sa ligne TGV, sauf que le péage est tellement élevé que la SNCF d'ores et déjà a dit « Ah non, moi je vais faire rouler un minimum de TGV, seulement 16 par jour et encore ». Et du coup, Vinci dit « donc la ligne va être à moitié vide ». Et Vinci dit « Dans ces conditions, le projet n'est plus viable ». Vinci ne décolère pas. Du coup, les banques voient la catastrophe arriver. Et hier, elles ont annoncé qu'elles suspendaient le financement de ces... Alors, c'est temporaire, les travaux vont continuer. Un petit coup de bluff, non ? Voilà, il y a un petit coup de bluff, un petit coup de pression. Voilà. En fait, on peut comprendre la SNCF qui ne veut pas se ruiner. On peut comprendre Vinci qui dit « Vous avez signé un contrat, honorez-le ». En revanche, l'État, c'est l'État qui est coupable parce qu'il a lancé un projet sans le financement. Vous savez, sur le fond, ça rappelle l'affaire Eurotunnel. Quand on demande au secteur privé de financer une infrastructure qui n'est pas viable, forcément, ça se termine mal. Et ça rappelle un peu la ligne Lyon-Turin également. On ne sait pas combien elle va coûter au final et quand est-ce qu'elle va avoir le jour. C'est la prochaine catastrophe qui arrive. Ça, le Lyon-Turin, il n'y a pas de trafic et le tunnel va coûter des dizaines de milliards d'euros. Et il est sur les rails ce projet. Prochaine catastrophe. Il est prêt de dérailler. Oui, c'est terrible parce que ça fait tellement partie de votre image à l'étranger. Vous allez finir comme l'Angleterre où il n'y a aucun train à part l'Eurostar à grande vitesse. C'est terrible. Quand on pense France, on pense TGV. Et ça rappelle aussi le bras de fer sur les péages autoroutiers entre Vinci et l'État. C'est la même problématique. Exactement, c'est la même problématique. Des partenariats publics-privés. Alexandre Cara, tiens justement, vous nous parlez donc de DSK, Dominique Strauss-Kahn, qui réapparaît sur Twitter et qui va s'exprimer aujourd'hui. Ça va se passer sur la toile, c'est ça ? C'est ça, Thomas. Dominique Strauss-Kahn va publier aujourd'hui sur le net un long article dans lequel il va détailler ses propositions globales pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est normal. La COP21 commence lundi prochain. Et c'est la 3e fois qu'il utilise Twitter de cette manière. Il s'était déjà exprimé, vous en souvenez, sur la Grèce et sur l'Europe. Mais pourquoi utiliser Twitter plutôt que de donner une interview à un journal ou une radio, par exemple ? Tout simplement parce que DSK considère que Twitter est plus efficace. Il a calculé que par l'intermédiaire de Twitter, il pouvait toucher près de 60 millions de personnes. Et ces derniers articles ont enregistré entre 2 millions et 3 millions et demi de vues. Et surtout, ils ont été très lus à l'étranger, notamment aux États-Unis. Résultat, à la suite de ces articles, des hommes politiques, des chefs d'entreprise. En anglais aussi, alors c'est oui, ça. C'est ça. Et des universitaires l'ont contacté. L'autre raison, c'est que vous en doutez, il ne porte plus vraiment les journalistes dans son cœur. Et comme le dit un de ses proches, pour lui, s'exprimer sur Twitter, c'est être totalement libre. Bon, mais sinon, il fait quoi dans la vie DSK maintenant ? Justement, Thomas, il est en train de monter une société de conseil qui aura pour vocation de conseiller les États. Vous savez, actuellement, il est consulté par plusieurs pays d'Afrique, par Cuba, par la Serbie, et surtout, il est toujours administrateur du fonds stratégique russe. Donc, vous le voyez, dans ces conditions, pour DSK, être présent dans le débat est essentiel. J'ai envie de dire, c'est un peu la tête de gondole, la vitrine de sa reconversion. Tu veux dire que son article, là, c'est plus pour vanter ses mérites de futur conseiller que pour revenir en politique ? Ça lui permet de rester dans le débat, surtout, et puis d'être considéré toujours comme un expert qui compte au niveau de la planète. Pour faire des conférences facturées ensuite. Par exemple. Voilà. Et voilà la petite précision toujours utile d'Axel de Tarlet. Alex Taylor, on va découvrir avec vous une initiative vraiment surprenante en Espagne. Oui, c'est quelque chose aussi rare dans les restaurants qu'à la radio, ceci. El silencio. Vous qui fréquentez, Thomas, les bruits... C'est fou comme le silence en radio, c'est angoissant. Complètement, je vous voyais tous. Alors, vous qui fréquentez les bruits, les bas-fonds barcelonais, Thomas, vous savez que le bruit est aussi omniprésent que las gambas dans la paella, mais peut-être plus pendant longtemps, c'est une nouvelle initiative sur place, Comer sin ruido, manger sans bruit. Qui est à l'origine de cette curieuse idée ? Svante Borjesson, qui est aussi espagnol comme moi apparemment, le directeur de la fondation Oír es clave, entendre c'est la clé.
son association lutte contre la contamination acoustica qui tue le plaisir de savourer les mets. Il propose des ustensiles qui font moins de bruit, des sièges qui font beaucoup moins de bruit aussi sur le sol. Mais l'ambiance, c'est bien aussi. Oui, mais non, mais je le Vous comprends. n'avez jamais vu Axel de Tarlé mettre l'ambiance dans un restaurant ou... Même remplacer, si vous savez, ces fameux bars en marbre où il y a des assiettes et des tasses qui font du bruit dessus. Et surtout, mon cher Axel de Tarlé, d'imposer aux clients comme vous de manger sans élever la voix. Alors, il y a de plus en plus d'adhérents, même de restaurants Michelin. Et attention quand même à ne pas couper complètement le bruit, parce que ça augmente le stress. Des chercheurs de Chicago ont montré ça, que ça augmente le sentiment de solitude. Ah bah oui. Mais il y a un autre avantage qu'Axel aurait dû noter, c'est que du coup, on mange beaucoup plus vite et ça fait beaucoup plus de couverts. Mais ça passe en Espagne ou pas, ça? Il faut savoir que c'est le deuxième pays le plus bruyant de la planète, selon l'OMS. Derrière, alors je vous fais un cube, mais je ne le mets pas sur mes feuilles pour que vous puissiez pas tricher. L'Italie, oui. Non. La France? Non. Le Japon. 9 millions bon d'Espagnols, un quart de la population, sont exposés tous les jours à des niveaux au-dessus du seuil de tolérance fixé par l'OMS à 65 décibels en moyenne. Il faut savoir que le chant d'oiseau, c'est 10, sortir en boîte, c'est 120. Mais c'est vrai que ça peut engendrer des maladies cardiovasculaires, l'insomnie et des acouphènes. Et moi qui en souffre, j'irai dans des restaurants. Je vais toujours dans des restaurants, mais c'est vrai. Je vais plus dans des pays restaurants. le plus bruyant, c'est le Japon? Absolument, selon l'OMS. On en apprend des choses avec les experts. Et on innove tout de suite, on va encore plus loin avec une course automobile d'un nouveau genre. Anne Le Gall, c'est quoi cette course prévue pour fin 2016? Eh bien, après la Formule 1 qu'on n'entend quasiment pas, puisque maintenant il y a des courses de Formule 1 avec des voitures électriques, eh bien encore plus fort, la France va accueillir l'année prochaine la première course automobile qu'on ne voit pas. Vous faites des blagues, vous, maintenant? Non, c'est pas une blague. Les voitures pas non plus. Alors, qu'on n'entendra pas non plus. Les voitures sont tellement petites qu'elles sont en fait invisibles à l'œil nu, puisqu'il s'agit d'une course de nano-voitures qui est organisée par le CNRS de Toulouse. C'est très sérieux. Des scientifiques français, japonais, allemands, autrichiens, américains vont tenter de faire avancer sur un circuit qui fait donc moins d'1 millimètre des véhicules qui sont 100 000 fois plus petits que le diamètre d'un cheveu. Ce sont des assemblages d'atomes qui ont une forme de voiture avec des roues et elles rouleront comme ça sur un petit circuit. Pour désigner le vainqueur, évidemment, il faudra tout observer avec un microscope spécial et les images seront retransmises sur grand écran. Mais ça sert à quoi? Ça sert à faire avancer, c'est un défi vraiment technique, scientifique colossal. Ça sert à faire avancer la science sur les nanotechnologies et ça permettra peut-être un jour de construire par exemple des circuits électroniques avec quasiment pas de matière, juste quelques atomes, des circuits qui donc consommeront moins d'énergie. C'est des 2 places ou des 4 places vos voitures là? Alors là, on est à l'échelle de l'atome. Il n'y a pas de place. Allez, merci les experts et à lundi matin. À lundi.